On peut commencer, Président. Merci. Comme d'habitude, on va procéder à cette conférence de presse en deux temps. Une partie où le Président Damien Comolli va donc prendre la parole et puis ensuite répondra évidemment à vos questions dans un second temps. Très bien. Pour nous. C'est bon. Merci. Merci Martin. Donc comme chaque année, je sais que le truc qui vous intéresse le moins, c'est le mercato. Donc je ne vais pas en parler, bien évidemment. Blague à part, on s'est retrouvé dans une situation où la qualité principale d'un sportif de haut niveau et de gens qui dirigent des organismes de sport de haut niveau, c'est l'adaptabilité, la flexibilité. Et donc on s'est retrouvé dans une situation avec ce qui s'est passé au niveau des droits télé et du championnat de France, que vous connaissez tous, où on a dû réagir, s'adapter très rapidement à la situation et au contexte économique nouveau contexte économique du foot français. J'ai pris l'habitude de dire depuis un peu plus d'un mois, pratiquement 2 mois depuis le 14 juillet, que la décision a été prise par rapport à l'arrivée de DAZN et de beIN, il y a l'ancien monde et le nouveau monde, et on est dans un nouveau monde où, comme tout le temps, quand il y a un nouveau monde, il y a pas mal d'incertitudes, et il faut apprendre à naviguer ces incertitudes et ce nouveau contexte économique. Donc on a fait en fonction, on a fait les ventes et les départs que l'on voulait faire, parce qu'il y avait un double enjeu. Il y avait un enjeu, même un triple enjeu. Il y avait tenir notre parole, parce qu'on avait dit à Dalinga et à Costa, je crois que on en a parlé en fin de saison, on leur avait dit qu'ils pourraient partir cet été. C'est ce qu'on a fait, on a essayé de négocier les meilleurs prix possibles pour leur départ, tout en respectant leur volonté du club dans lequel ils voulaient évoluer. On avait aussi une volonté de réduire l'effectif, parce que l'année dernière, on avait pas mal de joueurs qui ont fait peu de minutes. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne croit pas du tout. On croit beaucoup à un effectif réduit. Il faut savoir que l'année dernière, en jouant 8 matchs de Coupe d'Europe, plus 34 matchs de championnat, plus le Trophée des Champions, plus de matchs de Coupe de France, plus tous les internationaux qui jouent pratiquement titulaires dans toutes leurs sélections, plus tous les matchs amicaux, on a 96% des minutes ont été jouées par 16 joueurs. Et ça, c'est une statistique que l'on a depuis 2 ou 3 ans. C'est pour ça qu'on a construit une équipe l'année dernière, malgré le fait qu'on soit dans 4 compétitions, qui étaient avec un effectif limité, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il vous faut 2 équipes en Coupe d'Europe pour jouer jeudi, dimanche, etc. On n'a jamais cru à ça. Comme d'habitude, on ne comprend pas ce qu'on nous dit. On croit à ce qu'on voit, est-ce que les sciences du sport ou les statistiques nous indiquent. Et cette année, on a voulu descendre encore plus, parce qu'on est dans 2 compétitions, il n'y a plus que 34 matchs de championnat, donc on est à l'heure actuelle, on est exactement où on voulait être. On voulait être à peu près à 17-18 joueurs de champ, je dirais confirmés, plus 3 gardiens, et on est exactement là, donc c'était aussi un des objectifs de ce mercato. Et puis aussi on a un souci, c'est un peu le 3e point, on a toujours à l'esprit d'optimiser la masse salariale au mieux, c'est-à-dire je pense qu'on est toujours dans les 3 masses salariales les plus faibles du championnat depuis. On était la 3e quand on est monté, on était la dernière ou l'avant-dernière quand on a gagné la Coupe de France. L'année dernière, on devait être dans les 2 dernières ou 3 dernières, ça sera la même chose cette année. Et pour que ça marche, il faut qu'on ait en gros 17 à 18 titulaires, ce qu'on appelle 17 à 18 titulaires en comptant le gardien. Et on dédie environ 90% ou 95% de notre masse salariale sur ces joueurs-là. Donc c'est pour ça que ça fonctionne jusqu'à maintenant, que ça nous permet de fonctionner et de surperformer par rapport à nos capacités financières. Et ça fonctionne aussi parce qu'on a un recrutement interne qui est très important. Et on sait qu'on a de jeunes joueurs de très 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 grande qualité. L'année dernière, vous avez vu arriver la génération 2005, ou une partie de la génération 2005.
Cette année, vous allez voir arriver la génération 2006, ou une partie de la génération 2006. On a fait signer 5 contrats pro. Il y en a probablement d'autres qui vont arriver pendant la saison. Et ces joueurs-là, bien évidemment, peuvent prendre des places des titulaires, comme Christian Maouissa l'a fait la saison dernière. Ou ils peuvent être des joueurs qui viennent du banc, mais qui assurent des minutes et qui assurent une solidité et une qualité de l'effectif qui fait qu'à l'heure actuelle, avec ces 18 joueurs de champ, plus les jeunes contrats pro, plus les gardiens de but, on pense que on est solide. On est solide pour faire une bonne saison à L1. On est exactement où on voulait être. Les départs ont tous été compensés. Il y a eu une opportunité à la fin que l'on travaillait depuis plusieurs semaines parce que le joueur a montré un désir de venir jouer à Toulouse qui était, je dirais, surprenant mais dans le bon sens. Une motivation incroyable de la part de Mia Zajc. Et on se retrouvait dans une situation où, à laquelle on ne s'attendait pas du tout, d'avoir récupéré un joueur de cette qualité en fin de mercato. Jusqu'à quelques minutes de la fin du mercato, le jour de la clôture, j'y croyais toujours pas. Et puis finalement, à 22h54, on avait tous les documents signés. Voilà, c'est un joueur, pour la raison pour laquelle on l'a fait, je le connais très bien parce qu'on l'a fait venir à Fenerbahçe en 2019. C'est un joueur qui a des grandes qualités morales, qui est une personne rare. Et en plus, c'est un très très bon joueur qui nous amène beaucoup de flexibilité, qui peut jouer dès des 3 postes sur les côtés dans notre 4-3, en haut, dans le trident offensif, qui peut bien évidemment jouer dans le double pivot. C'est probablement son poste le plus adapté à l'heure actuelle et qui peut aussi jouer 10. Quand on l'a recruté, il jouait à Empoli en Italie et il jouait 10. Donc il nous amène de la flexibilité et un panel pour le coach encore plus important auprès duquel il peut choisir. Il peut faire ses choix, pardon. Et puis le fait qu'on ait réussi à réduire l'effectif et que le matin du dernier jour, du jour de clôture, j'ai toujours le terme anglais qui me vient, c'est des formations anglaises, deadline day, du jour de clôture, étant donné qu'on était 17 joueurs de champ, on savait qu'on pouvait s'engager sur un joueur supplémentaire. Les objectifs, une fois qu'on a fait le mercato, donc je ne vais pas vous refaire tous les départs et toutes les arrivées, vous avez suivi l'actualité. Les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire que chaque année on essaie de faire mieux, donc faire mieux que l'année dernière. Je vous avais dit qu'on avait été un peu frustré par la saison dont elle s'est déroulée la saison dernière, parce que sur la phase retour on fait 6e, sur la phase aller on fait 15e. Je crois qu'on est 3e dans les matchs contre les 5 premiers l'année dernière, on est 14e dans les matchs contre les 5 derniers, donc c'était né un peu de frustration. Mais l'objectif cette année, c'est de la frustration parce que je pense qu'on pouvait finir dans la première partie de tableau l'année dernière, et donc c'est de finir dans la première partie de tableau, clairement. On a la chance d'avoir... je pense que la grosse différence par rapport à l'année dernière, le début de la saison dernière et le début de cette saison, et la préparation, les deux préparations, et Carles l'a dit plusieurs fois en préparation, les joueurs aussi, il me semble, c'est que on est parti d'une base, au lieu de partir de là, si vous voulez, on est parti de beaucoup plus haut, parce que les joueurs connaissent les principes, les joueurs connaissent la philosophie, la méthodologie, ils connaissent le jeu de position par cœur, qui est notre identité forte. Et on sait que notre identité gagne, puisque c'est exactement ce qu'a fait l'Espagne à l'Euro. On n'en doutait pas, mais ça nous a renforcé dans nos idées, je dirais, dans notre philosophie. Donc voilà, nos ambitions sont les mêmes, soutenues par un staff vraiment de qualité, avec lequel on travaille très bien, qui travaille très bien entre lui et entre eux au quotidien, avec une très grande collaboration et un alignement complet sur la philosophie du club, sur la méthodologie d'entraînement, sur le style de jeu, qui part des propriétaires en passant par moi pour aller au staff et aux joueurs. Un point par rapport aux compétitions de cette saison,
on en a 2 à jouer. L'année dernière, on en avait 4. Ça fait drôle d'en avoir que 2, entre guillemets, que. Donc on va essayer comme je vous disais, de finir dans la première partie de tableau sur la L1 et d'être le plus performant possible en Coupe de France. Autant l'année dernière, on savait que ça allait être difficile la Coupe de France avec l'Europe qui arrivait très vite au mois de février. Autant cette année, on va tout faire pour aller très loin et être le plus ambitieux possible. Sur les 3 premières journées de championnat, on est un peu d'une petite déception par rapport à... Je pense qu'on aurait pu gagner le match de Nantes. On a assez fait pour le gagner. On aurait pu gagner le match de Nice. On a assez fait pour le gagner. Dimanche, samedi, le match de Marseille, c'est devenu un non-match d'une certaine manière à partir du moment où il y a eu l'expulsion. Alors on ne s'est pas aidé, nous, en démarrant très bien, mais en leur donnant 2 buts très rapidement. Ça ne nous a pas aidé, mais à partir du moment où il y a eu le carton rouge, le match, à part au niveau de l'état d'esprit des joueurs et de l'équipe, qui a été remarquable, puisqu'ils ont refusé de lâcher. Et en plus, on se met le 3e but sur un CSC, c'était vraiment pas la bonne soirée. Donc, mis à part cet état d'esprit qui est très très important et qui fait souligner, qui était de solidarité et de la volonté de rester ensemble et puis tout faire pour au moins marquer un but, ce qu'on a fait. Sinon, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match-là parce qu'on s'est retrouvé à 10 beaucoup trop vite. Voilà, donc c'est un début de saison où on pouvait avoir peut-être 5-6 points. On en a 2, on n'est absolument pas inquiet. On a eu par moments contre Nantes de très bons passages, on a eu de très 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 bons passages à Nice dans le jeu. On a très bien démarré contre Marseille aussi, dans les 10 premières minutes on peut mettre 2 buts. Voilà, donc c'est un début de saison qui aurait pu être mieux, qui nous inquiète pas du tout. Encore une fois, on sait qu'on part d'une base qui est beaucoup plus haute que celle de la saison dernière. Ce qui est important, je pense, à comprendre plutôt qu'à comprendre, dans le contexte du foot économique, le contexte économique du foot à l'heure actuelle en France, c'est nous, on a toujours le même modèle. On a un modèle qui est autosuffisant, donc on se finance par définition. Je me répète, on se finance nous-mêmes. On a un avantage, c'est que on était en très bonne situation financière avant le cataclysme, dans le monde d'avant, dans l'ancien monde. Donc, nos process de recrutement ont été exactement les mêmes que sur les autres périodes de mercato. C'est-à-dire que c'est les statistiques qui nous ont amené les joueurs. Je pense que vous avez dû être surpris peut-être sur les profils de joueurs trentenaires que l'on a pris et qui diffèrent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais quand je parle d'adaptabilité, de flexibilité, c'est exactement ce dont je veux parler. Mais par contre, ce sont des joueurs qui ont été recrutés parce qu'ils étaient data compatibles. Les 3 entraîneurs, je dirais. Sinon, on ne l'aurait pas fait. On ne recrute pas sur des noms, on ne recrute pas sur du passé, on ne recrute pas sur des clubs ou des palmarès, des clubs dans lesquels les joueurs sont passés ou des palmarès, on recrute parce que les statistiques nous disent qu'il faut recruter ces joueurs-là. Et ça n'a absolument pas changé. C'est juste que le contexte fait que on a dû s'ajuster, on a dû s'adapter et c'était pour nous c'était les meilleures décisions à prendre à ce moment-là. Et on est enchanté parce qu'on a pris 3 très 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 bons joueurs qui, je pense, vont nous faire progresser. Ce qui m'a fait rire, par contre, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'on a fait une rapide étude post-mercato pour savoir qu'est-ce qu'avaient fait les autres clubs. Alors bien évidemment, on n'est jamais dans le top de ceux qui dépensent le plus. Mais pour la première fois depuis qu'on a racheté le club, la moyenne de nos recrues est la plus haute de tous les clubs de L1, de toutes les recrues des clubs de L1, avec 26,7 de moyenne d'âge, sachant qu'on a pris Omi qui est très jeune, sachant que qui c'est qu'on a pris qui est jeune encore, pardon, Marc qui est jeune aussi, qui est jeune, il a moins de 26 disons, 25, et Charlie, oui bien évidemment, qui a 21 ans. Voilà, donc pour la première fois, on a une moyenne d'âge qui est la plus âgée de toutes les recrues sur les clubs de L1.
Donc ça m'a fait sourire, mais ça ne nous dérange pas, parce qu'on est resté dans nos objectifs financiers, on est resté dans notre budget, on est resté dans notre modèle économique qui est celui d'être autosuffisant, et qu'on a respecté nos processus de recrutement qui sont drivés par la data. Dans ce contexte, je suis désolé de revenir souvent sur ce contexte économique, mais on ne peut pas faire autrement d'une certaine manière, on ne peut pas en parler. Outre le fait qu'on soit rentré dans cette crise en bonne santé financière, on a eu une bonne idée peut-être, si on n'en a qu'une, ou s'il faut en retenir qu'une, c'est que au mois de mars, au mois d'avril, j'ai eu, je sais pas, une intuition, et je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si on n'a que 500 millions de droits télé? Et donc on a réuni notre comité stratégique foot avec notre directeur financier, et on a fait littéralement, on a pris un tableau Excel, et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait à 500 millions? On a bien fait de le faire pour deux raisons. D'abord parce que quand on est passé à la DNCG, le président de la DNCG, que j'avais en face de moi depuis la première fois, depuis ce qui s'est passé avec Bordeaux il y a 4 ans, ou il y a 3 ans, m'a dit qu'est-ce qui se passe à 500 millions? Ben, on lui a tout affiché. Donc ça, c'était toujours bien d'aller devant la DNCG et montrer qu'on a des références et qu'on est prêt. Et la deuxième chose que l'on a préparée dans ces réunions qu'on a faites, c'est de dire qu'est-ce qu'on sacralise si on est à 500 millions et qu'on est en crise. Et on a décidé de sacraliser 3 aspects qui pour nous sont extrêmement importants. On ne touche pas à la masse salariale de l'équipe professionnelle et au budget des transferts. À l'arrivée, on a moins dépensé que ce qu'on avait prévu, mais pour des raisons différentes, j'y reviendrai un peu après. On ne touche pas au fonctionnement du centre de formation, parce que c'est notre identité. C'est les pitchouns, ça fait partie de la culture du club. Et parce que c'est très important pour l'avenir, et que dans des situations de crise, ce qui est important, c'est au minimum de maintenir un investissement similaire dans les secteurs qui sont les plus forts au club ou dans une entreprise de manière générale. Et la troisième chose qu'on a sacralisée, c'est le fonctionnement de l'équipe de Second League, parce qu'on a travaillé dur pour monter. José da Silva, le président de l'association, et Antoine Gérard ont travaillé très 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 dur, et les filles bien évidemment, pour arriver où on est arrivé. Et donc on a sacralisé ça aussi. Et donc quand la crise est arrivée, si vous voulez, on avait une vision très claire de ce qu'on pouvait faire et pas faire si on était à 500 millions. Et quand je dis que sur le budget des transferts, on l'a sacralisé, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au niveau où on pensait qu'on pouvait aller ou qu'on devait aller, c'est sur la situation sur l'attaquant, parce qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'avec le budget qu'on avait sur l'attaquant, on était coincé parce qu'on était en dessous clairement du marché par rapport à un remplacement de Thaïs. Il y a des années comme ça où le premier joueur sur lequel vous êtes, ben, il ne vient pas pour X raisons. Et puis le marché s'envole. Et autant le foot français est en crise, autant le reste de l'Europe n'est pas en crise. Donc il y a une inflation incroyable sur les joueurs, sur les attaquants. Par rapport à notre modèle statistique, si je peux vous donner un exemple, il n'y avait aucun joueur de moins de 30 ans et de moins de 5 millions qui rentrait dans nos modèles. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre solution, ou d'autres solutions. Donc on est parti sur d'autres solutions. Je ne vais pas toutes vous les passer, il y a 99,99 qui sortent jamais de toute façon. De nom, je veux dire. Et puis on a eu la chance que l'agent de Joshua nous contacte, et en fait on s'est dit mais on ne va jamais y arriver. Et il a été très intéressé par le projet. On connaît ses qualités, bien évidemment. On sait qu'il peut jouer à plusieurs postes. Il a amené beaucoup de flexibilité. Il s'inscrit très bien dans le style de jeu de l'équipe, avec la fluidité que l'on a dans les mouvements, dans les déplacements.
Il va très bien s'inscrire dans notre jeu de position. Je pense que ça s'est vu quand il est rentré les 10 à 15 minutes auxquelles il a participé samedi contre Marseille. Voilà, et donc c'est pour ça que quand je parle d'adaptabilité, de réactivité, ben, il a fallu faire ça pendant tout l'été, ou tout le mercato du moins. Mais aussi, je voulais souligner le fait que on a voulu absolument garder cette compétitivité de l'équipe professionnelle. À aucun moment on a été dans cette situation où on se dit tous les joueurs sont à vendre. Notre objectif, ça a été de dire on garde l'équipe le plus intacte possible. On remplace les joueurs qui partent et qui étaient programmés, c'est-à-dire Costa par Charlie et Theis par un attaquant, et c'est Joshua. Et on garde tout le reste. On garde tout le reste dans le sens... on garde tout ce qui fait les forces de l'équipe à côté. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est le départ de Christian Mawissa, bien évidemment. Il y a eu deux aspects sur le départ de Christian. Le premier, c'est qu'on a été extrêmement surpris qu'à 2 journées de la fin, il annonce qu'il avait un accord avec Monaco et qu'il partait à Monaco. Et je suis tombé absolument dénu. Surtout que j'ai eu aucun contact avec Monaco jusqu'à mi-juillet, je pense. Donc ça, c'était une grande surprise, on s'y attendait absolument pas. Et la deuxième situation, ça a été de dire, ben ok, maintenant qu'il va absolument partir, comment on fait pour en tirer le meilleur parti financier, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour le remplacer. Donc on s'est battu pour aller le plus haut possible avec Monaco. Ils ont, je pense, payé plus que ce qu'ils avaient budgétisé. La frustration chez nous, c'est que je pense que s'il était resté une année de plus, on l'aurait vendu pour le double, au moins. C'est comme ça, c'est la vie du foot à l'heure actuelle. Je vous disais, il y a l'ancien monde et le nouveau monde, il faut savoir s'adapter et réagir. Et pour le remplacer, on a fait venir Mark McKenzie, qui était un joueur qu'on suivait depuis un bon moment, et qui a un peu les mêmes caractéristiques, qui est un bidex comme Christian, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, dont le poste principal, bien sûr, est défenseur central. Et on est très content de l'avoir fait venir. Je terminerai ma longue introduction, enfin c'est même pas une introduction, j'ai l'impression de faire un discours de campagne. Je terminerai en parlant de l'engouement qui existe toujours autour du club. Alors nos chiffres sur les réseaux sociaux sont spectaculaires. La vidéo qu'on a faite sur la présentation de Joshua, je crois qu'on a eu 1 million de vues sur TikTok en quelques heures, ce qui est incroyable. Donc l'engouement autour du club est toujours là, 16 000 ou un peu plus 16 000 abonnés sur une année non européenne, c'est assez impressionnant. L'année dernière on avait 17 300, mais il y avait la Coupe d'Europe. On a toujours le public le plus jeune de France, une féminisation de notre public qui se produit, qui continue à se produire, et à se développer. On essaie de faire le maximum de choses pour améliorer l'expérience spectateur. On a créé une guinguette cette année chez Tonton. Pour information, on a battu le record de bières vendues ce week-end pour le match de Marseille. Et Tonton et les buvettes Niores qui est de notre actionnaire Olivier Sadrin, qui était sur les deux côtés de chez Tonton. Donc je mesure pas l'engouement du club autour du club au nombre de bières qu'on vend, mais ça montre qu'on a un public incroyable, qu'on a une communauté incroyable. L'animation qu'ils ont fait avant le match, j'en avais des frissons. Donc je les remercie bien évidemment pour leur soutien. Avoir 16 000 abonnés, c'est très fort. C'était la première fois samedi qu'on dépassait 30 000 depuis le match de Benfica. C'est la première fois qu'on fait 30 000 pour le match contre Marseille depuis, je sais pas, plus de 10 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'est extrêmement positif. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fini mon long monologue. Merci beaucoup. On va avoir la première question. À l'image de ce qu'on fait à chaque fois, est-ce que vous pouvez donc présenter le média pour lequel vous travaillez, s'il vous plaît? Bonjour Président, Romain Malric pour RMC. Bonjour. En tant que président de Ligue 1, est-ce qu'on peut avoir votre analyse, votre point de vue sur les instances du football en ce moment, ce qui se passe notamment à la tête de la LFP par rapport, j'ai entendu les mots cataclysme et crise, donc ça prouve que vous
Vous avez évidemment conscience de la situation et c'est un peu ubuesque, même le grand public ne comprend pas tout ce qui se passe, notamment pour nommer le futur président. Est-ce qu'on peut avoir en toute transparence votre positionnement sur ce qui se passe et ce qui va se passer? Alors, quand je parlais de crise et de cataclysme, je parlais d'un point de vue économique. Je ne parlais pas d'un point de vue de la gouvernance. Ne mélangez pas les deux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé de cataclysme et de crise économique. On a les droits domestiques qui sont passés de 18 à 9 millions. Donc, donnez-moi... de 18 à 8 millions. Donc, donnez-moi n'importe quelle activité qui perd autant. On a perdu 25% de nos revenus commerciaux en un été. Donc c'est pour ça que je parle de crise. Pour ce qui est de la Ligue, je vous avoue que je suis de très très loin cette histoire de parrainage. Je suis pas au bureau de Foot-Uni, je suis pas au CA de la Ligue, je suis bien évidemment pas auprès des familles. Donc je suis ça de très très loin. J'essaye de comprendre comme vous, sans en faire une obsession dans la tentative de comprendre. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait plus d'un candidat qui se présente, et il semble que ça va être le cas, qu'il y ait une diversité au niveau des candidats et des gens qui sont parrainés, il me semble que ça va être le cas, et que la Ligue soit un ordre de bataille et un ordre de marche à partir du 10 dans l'après-midi, après les élections, pour aller vers l'avenir. Je ne sais pas si vous m'avez entendu le dire, mais je le dis souvent, je ne crois absolument pas à cet adage qui dit on apprend plus des défaites que des victoires. Pour moi, c'est une stupidité totale. J'ai toujours jugé que pour gagner, il faut gagner. Pour apprendre à gagner, il faut gagner et pas perdre. Et donc, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'on dit beaucoup, il faut faire un bilan de ce qui s'est passé, mais le bilan ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir pour rendre le foot français encore plus compétitif. Qu'est-ce qu'on va faire pour développer notre produit? Qu'est-ce qu'on va faire pour être attractif? Qu'est-ce qu'on va faire pour être attractif auprès d'investisseurs étrangers ou français? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir encore plus de monde dans les stades? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir encore plus de monde devant la télé qui regarde DAZN et beIN? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir de plus en plus de jeunes qui regardent les matchs? Parce que les jeunes, ils sont dans les stades, et notamment dans le nôtre, mais ils regardent peu les matchs. Et c'est pas qu'en France, c'est mondial, c'est toutes les études qui sortent. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas du tout le bilan, ce qui m'intéresse, c'est le projet pour le futur. Et après, qui va le mener, le projet? Pour l'instant, j'ai rien vu ou j'ai vu personne dans les discours qui me fasse penser que quelqu'un va arriver ou qui a annoncé des trucs dans les journaux ou dans des interviews où je me dis waouh, quelle bonne idée. Pas une. Pour l'instant, je n'ai pas vu une. J'ai vu du réchauffé, des gens qui disent qu'ils peuvent faire mieux que Vincent Labrune, qu'ils peuvent faire mieux. On est tous des incompétents, les dirigeants du club de L1, je le sais, pas de problème. Je l'accepte, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que tous les matins, je me lève en me remettant en cause, aucun problème. Mais quand ce sont des gens qui n'ont jamais vu un vestiaire de leur vie, qui n'ont jamais dirigé un club de leur vie, bon, ils peuvent me dire, longueur de journée, qu'on n'est pas compétent. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Mais venez avec des idées, et pour l'instant, je n'en ai vu aucune qui m'attire d'idées. Bonjour, Président Patrick Després, la dépêche du Midi. Vous parliez, sans en parler de la gouvernance quand même de la LFP, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes candidat à intégrer le conseil d'administration le 10 septembre prochain? Oui, je suis candidat parce que je pense que, par définition, peut-être par outrecuidance et arrogance, mais je pense que je peux apporter quelque chose. J'ai maintenant pris des fonctions auprès de l'ECA et de l'UEFA au niveau j'essaie de le faire en français, du comité de compétition des clubs qui a siégé, on a siégé la semaine dernière à Monaco d'ailleurs, et je pense que je peux apporter quelque chose au niveau du CA de la Ligue. J'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de la Ligue et des institutions du foot français depuis que je suis arrivé, sur les 4 dernières années. Et je pense que, encore une fois, je pense que je peux avoir de la plus-value. Je pense que Vincent Labrune est la meilleure personne pour incarner cela.
et que je peux peut-être un peu apporter ma pierre. J'ai une expérience à l'édifice, j'ai une expérience à l'étranger. J'ai un profil un peu différent des autres présidents de club parce que je suis passé par à peu près tous les jobs. J'ai été entraîneur des gardiens, préparateur physique, entraîneur d'équipe, recruteur, directeur sportif, président. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça que je me présente. D'autres questions ? Bonjour Président, Alexandre Vaux, France Bleu Occitanie. Bonjour. Pour résumer votre propos, d'un point de vue financier, dans quel état les finances du club se trouvent-elles et qu'est-ce qui vous a permis du coup de, si c'est le cas, vous en sortir à l'orée de la saison? Les finances du club, elles étaient bien avant la crise, et le fait qu'on ait toujours bien géré le club sans avoir besoin d'apport d'actionnaires, et on doit être les seuls en France. On passe tous les ans à la DNCG, et la DNCG ne nous demande pas d'apport d'actionnaires, ce qu'on appelle le déposit, et c'était encore le cas cette année. Donc on était et on est toujours dans une excellente santé financière, ce qui nous a permis de combler cette année le déficit en droit télé, c'est la vente de Mawissa, de Christian Mawissa. Et puis après, ça nous pousse encore plus à explorer des pistes de revenus supplémentaires en dehors de ça, parce que le trading de joueurs, on n'a jamais été ici pour le faire. On s'est retrouvé forcé à le faire parce que les joueurs ne voulaient pas rester ou autre, ou des situations contractuelles. Mais il faut qu'on aille chercher des sources de revenus différentes. Alors, ça peut être de par la reprise du stade, sur un bail de longue durée qui nous permettrait d'avoir une activité au stade, au lieu de l'utiliser 17 ou 20 fois par an, de l'utiliser 250 fois par an. On a restructuré le club sur la partie revenus, justement parce qu'on veut être plus efficace dans la recherche de sponsors. Voilà, on étudie bien. Alors, c'est pas la crise qui nous a fait étudier ces pistes, bien évidemment. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand vous perdez 25% de vos revenus commerciaux en un été, il faut se creuser la tête et se casser la tête pour savoir comment on va faire pour l'avenir. Encore une fois, on a zéro dette. On avait zéro dette avant la crise, on a toujours zéro dette. Et ça, c'est extrêmement important. Le côté négatif de ça, c'est qu'on a décidé, il y a plusieurs mois maintenant, de mettre en pause la construction du centre de performance, jusqu'à ce qu'on ait des jours meilleurs qui arrivent. On avait déjà fait beaucoup de travaux depuis le 4 janvier 2024, mais on pense que c'est plus sage de mettre en pause, se regrouper, réfléchir, pour repartir vers l'avant ensuite. Une pause, c'est une pause, c'est pas un arrêt. C'est pas un arrêt définitif, c'est une pause. Mais ça reste un projet structurant pour l'avenir du club. Je rebondis volontairement sur le dossier stade, parce que c'est quelque chose que vous aviez déjà évoqué en fin de saison dernière, sans être trop précis, mais on a bien compris qu'il y avait des projets, il y avait des choses qui se préparaient. Donc, où on en est dans ces réflexions-là. Et je prolonge ma question aussi. On sait que du côté du Stade Toulousain, le dossier stade se joue aussi avec Didier. Et il semblerait qu'il y ait des passerelles entre les deux clubs. Donc à quel point ce projet stade peut être un même dossier des deux côtés? Alors, qu'il y ait des passerelles, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus que des passerelles. Quand vous recevez un message du Hugo Mola le samedi matin en me disant bonne chance, bonne reprise, j'ai suivi toute votre préparation, on a parlé de la situation de la Ligue, on a parlé de la situation de la Fédé de rugby, etc. Donc c'est plus que des passerelles. Notre volonté, et c'est toujours la même, c'est de reprendre la gestion du stade, parce qu'on pense que l'évolution du club passe par là. Ensuite, il y a deux aspects là-dedans. On reprend la gestion du stade, on fait des investissements, notamment au niveau PMR, au niveau d'accès du stade, au niveau des hospitalités. On a le ratio
nombre de sièges au stade et hospitalité le plus faible de toute la Ligue 1. Même, je crois, Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Là, on a gagné cette année 300 places. On est passé de 1100 à 1004. Mais on devait être à 3003. Quand je parle de source de revenus, je disais à monsieur tout à l'heure, ça passe par là aussi. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, une chose dont et bien évidemment, Didier et moi, on en parle en permanence, et en relation avec la métropole. Et puis il y a un autre aspect dont je ne sais pas si vous faites référence à ça, mais j'ai parlé plusieurs fois du fait que on est bientôt la 3e plus grande ville. Il faut penser à 15 ans. Il faut passer à 15 ans, 20 ans. Il faut penser à aménagement du territoire. Il faut penser à urbanisme. Il faut penser au fait que Toulouse, en 2030, sera 3e ville française. Et je pense que la ville a besoin d'un grand stade. Et je l'ai dit, je le redis. Je pense qu'un stade d'un minimum de 50 000 euros nous permettrait d'accueillir la prochaine Coupe du Monde de rugby, la prochaine Coupe du Monde de foot, le prochain Euro de foot. On est la seule grande ville en France à ne pas avoir eu de match aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je l'ai noté. Voilà, donc on a une déficience d'équipement sur tout l'ouest de la France. Et je pense que Toulouse pourrait, que l'on connaît maintenant, nous on le sait depuis longtemps, enfin depuis que je suis arrivé, il y a 4 ans, mais les présidents des clubs pro, le président du TOEC, etc., ou Lucas Mazur, quand il vient nous voir, hein, qu'il n'est pas avec les Indians, mais qu'il vient nous voir en tribune présidentielle, on le sait que Toulouse, c'est une ville de sport. Toulouse, ville de sport, on ne l'a jamais entendu jusqu'à cet été, mais nous, on le sait que c'est une ville de sport, Toulouse. Et donc, Toulouse pourrait être le leader français dans l'Ouest, le leader dans l'Ouest de la France du sport. Sport individuel, on l'a vu avec toutes les médailles, sport collectif, il n'y a pas que nous, hein, il y a le Phoenix, il y a les Spacers, les Phoenix, ils sont en Coupe d'Europe cette année, le Stade, ils sont en Coupe d'Europe tous les ans, et il a gagné une fois sur 2, etc., etc. Donc, et nous, on veut être en Coupe d'Europe le plus souvent possible. C'est aussi ça, quand je parle de progression, c'est l'endroit où on veut amener le club. Donc, pour moi, il y a cet aspect au-delà de nous reprendre le stade qui fait 33 000 et de faire des travaux, il y a la question à se poser, c'est comment on fait pour faire de Toulouse, qui est une ville de sport incroyable, le pôle d'attractivité majeur dans l'ouest de la France pour le sport. Et pour moi, ça va au-delà de Damien Comolli, Didier Lacroix et à la limite de nos institutions éminemment respectables qui sont le Stade et le TEF. Et c'est pour ça que je parle d'aménagement de territoire, je parle d'urbanisme, et que c'est bien au-dessus de nous. Mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai, parce que je pense à 30 ans et je pense à 40 ans d'avance. Président, je reviens un peu sur le mercato. Je crois que vous êtes dans le top 5 européen au niveau des bénéfices par rapport aux ventes et achats. Donc, je pense dans les 40 millions à peu près cet été. Est-ce que vous n'avez pas un regret D'achat de vente la différence. Ah, ok. Il ne doit pas être loin, je pense. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Bon, ça m'étonnerait quand même. Non, franchement. Non. Bon, bref, est-ce que vous n'avez pas le regret justement d'avoir mis un peu plus sur un joueur peut-être qui vous a échappé cet été, ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu une figure de pro avec un tel bagage financier? Non, absolument pas. Non. On a fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait exactement ce qu'on a voulu. Et il y a des trucs on a fait ce qu'on a voulu faire. On a construit l'équipe qu'on a cherché à construire en étant le plus performant possible dans nos limites financières, bien évidemment. Et on a pensé à l'avenir. Donc dépenser ou surdépenser cette année pour se mettre en danger sur les années qui arrivent, ça ne nous intéressait pas du tout. Donc non, je regrette absolument rien. Carlas, vous aviez dit en fin de saison dernière qu'il y avait une prolongation dans les tuyaux. C'en est où? On en a encore parlé hier, j'ai eu une discussion encore hier avec son agent, donc j'attends un retour. Ce sur quoi on s'est mis d'accord avec Carles et ses adjoints, c'est que vu les secousses de cet été, je leur ai dit les gars, je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on ait un peu de recul par rapport à la situation financière du club post-mercato au 1er septembre. Alors on a gardé le dialogue, bien évidemment, pendant cette période, pour voir exactement où on en est et ce qu'on peut vous proposer. Donc on continue à discuter. Je suis très optimiste sur le fait qu'on se mette d'accord.
C'est juste que c'est moi qui ai voulu temporiser pour avoir une meilleure visibilité, et ils l'ont très bien compris. Voilà. Sportivement, je fais encore un peu l'avocat du diable, mais vous l'avez aussi bien souligné qu'il y avait des résultats inacceptables au Stadium. Ouais. Là, il y a eu 2 matchs, il y a encore 0 succès. Ouais. Vous dites que vous n'êtes pas inquiet, mais bon. Ah non, alors ça, pour être pas inquiet, je suis pas du tout inquiet. Je suis frustré, et frustré du fait qu'on ne donne pas des victoires à nos supporters qui sont extraordinaires, mais inquiet, non. Il n'y a pas de syndrome Stadium. Non. Les abonnements, vous avez le chiffre exact de cette année, on n'a pas battu l'an dernier en revanche. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un peu plus 16 000, l'année dernière on était à 17 300. Vous n'avez pas parlé des maillots avec la nouvelle équipe entière. Est-ce que les premiers chiffres répondent à vos attentes? Alors déjà l'année dernière, on a vendu 10 000 de plus que l'année d'avant. Alors vous allez me dire, ça fait combien, mais je ne vous le dirai pas. Mais 10 000, c'est beaucoup. Toujours le secret des chiffres. Exactement. Et on était, je crois qu'on est à plus de 214% cette année avec les maillots Nike. Plus 240. Ouais. Sur la même période. Hein. D'accord. Et cette année, en plus, on vend beaucoup plus tout ce qui est échauffement, tout ce qui est tenue, ce que portait Martin tout à l'heure. Tu l'as enlevé? Ouais. On a... Ah bon? Tu te l'as acheté? Non. Ah bon. J'ai cru que tu avais dit à mes frais. Ah d'accord. Donc on est beaucoup plus attractif, on le savait, on l'espérait, sur tout ce qui est lifestyle, streetwear, etc. parce que c'est Nike. Et donc on est sur des chiffres. Là-dessus, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus importants, mais sur les maillots eux-mêmes, on est, je crois, on est à plus de 114%. C'est énorme. Je continue. Oui, vas-y. Les terrains d'entraînement, on en parle ou pas? C'est que je fais le job. Non mais si vous voulez que j'en parle, j'ai pas de problème. Hein. Il y a eu une réflexion entamée pour peut-être... Ben, ils sont impraticables depuis 3 semaines, en fait. Ça fait 3 semaines qu'on ne peut pas s'entraîner dessus. Là, c'est la 3e semaine. Donc, on a rapatrié l'équipe pro sur les terrains d'entraînement du centre de formation qui, eux-mêmes, ne sont pas très bons, mais ils sont meilleurs que ceux des pros qui ne sont pas praticables. Donc, le centre de formation est parti sur les synthétiques et l'équipe de Second League aussi. Voilà, donc c'est extrêmement frustrant, ça nous empêche de faire notre métier correctement. J'ai eu plusieurs discussions avec la métropole et ils savent que ils n'ont pas fait le job. Ils ont les explications, ils ont trouvé les causes, on leur a indiqué les causes. Et le souci qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va les récupérer. On ne sait pas si c'est 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines. Mais en tout cas, on attaque la 3e semaine où on ne peut pas aller sur nos terrains d'entraînement. Et si vous avez vu le terrain de Nice, c'est pire. Nos terrains d'entraînement, c'est pire que Nice. Je parle bien de ceux qui ont été faits en Bien sûr, ouais, ce qu'on appelle aussi le 6 et 7, donc les terrains exclusivement réservés pour l'équipe professionnelle. Alexandre Perry de l'AFP. Bonjour. Pour ce qui est de Nia Zaïch, vous avez dit qu'il y avait un facteur personnel qui a joué pour sa venue. Jamais, non. Une envie particulière de venir ici? Lui voulait se relancer parce qu'il a peu joué l'année dernière et qu'il a été mis de côté par le club, par Fenerbahçe. Donc il voulait se relancer et il voulait jouer dans un grand championnat européen. Et on a une relation, enfin on n'est pas amis, je ne peux pas être ami avec un joueur, mais c'est quelqu'un que je connais depuis 2019, parce qu'on l'a fait venir, comme je vous disais tout à l'heure, à Fenerbahçe quand il était à Empoli. Et j'ai eu X nombre de conversations avec son agent pendant tout l'été, en me disant Mia veut venir, il veut retravailler avec vous, Mia veut venir à Toulouse, il a regardé l'équipe, le style de jeu, ça lui correspond exactement. Et moi je disais, bon déjà le contrat que je lui avais fait en 2019, on ne peut pas se le payer maintenant, et comme il a prolongé, j'imagine que c'est beaucoup plus. Il m'a dit oui, il a triplé, j'ai dit alors on peut encore moins se le payer. Et en fait, lui a fait des efforts financiers absolument... j'allais dire surhumain, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais remarquable pour venir jouer ici. Donc c'est pas du tout une relation personnelle. Vous savez, nous, c'est que ça soit ma mère, mes enfants,
mes oncles ou mes cousins, la data passe pas, ils viennent pas ici. Donc c'est noir et blanc. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de connaissances. Soit vous passez, soit vous passez pas. Y passer. Ce qui est très important pour nous, c'est l'aspect humain. Tous les joueurs que l'on recrute, et j'ai dit à Carles que je garantissais l'aspect humain de Mia. J'ai expliqué à Mia aussi qu'il venait dans une situation où on avait déjà un milieu de terrain de très grande qualité, où on joue qu'à 2 devant la défense et pas à 3, donc ça enlève un poste. Mais je lui dis, je sais que tu peux jouer sur le poste d'excentré gauche, tu peux jouer sur le poste d'excentré droit, tu peux jouer en 10 si Carlos veut tourner l'équipe, etc. Et il m'a dit, je suis tout à fait conscient de la situation, mais je veux venir. Et voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme on a fait avec tous les départs qu'on a eus, que l'on a déclenchés, étant donné que le matin du 30, une fois que Kevin Keben a été transféré, on n'était plus que 17, on s'est dit on a la place pour un joueur supplémentaire. Et voilà. Côté, je rebondis sur l'observation de Patrick concernant les transferts. Là, c'est les Violets ce matin qui donnaient qu'il y avait plus 45 millions entre les ventes de joueurs et les achats. Et puis vous dites que... Le jour où les Violets diront un truc qui est vrai, vous m'appellerez. Enfin, il y a des rentrées qui sont supérieures en tout cas aux charges. Et donc, si on arrête le centre de performance, en fait, il y a 10 millions de manque à gagner d'après ce qu'on a compris sur les droits de télé. Fois 5 ans, ça fait 50. D'accord. Okay. D'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'on se projette aussi sur l'avenir. Okay. Et que c'est pas aussi simple de dire, OK, vous avez rentré X, vous dépensez X. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Il y a des clubs qui rentrent X et qui dépensent X. Et ça leur importe peu. Donc c'est un management qui est différent. Nous, on a cette ligne de conduite depuis le départ. On n'en change pas parce qu'on pense que c'est vertueux et qu'on s'en est sorti très bien jusqu'à maintenant. Donc mettez-vous à ma place, pensez à 2 ans, pensez à 3 ans, pensez à 4 ans, pensez à 5 ans. Comment on fait pour maintenir un investissement au niveau du centre de formation? On a fini la saison, un indicateur qui est extrêmement important pour nous au niveau du centre de formation, et ça l'est aussi pour la direction technique nationale. On ne s'est pas concerté, mais je m'en suis aperçu dans des réunions. C'est le nombre de minutes jouées par des joueurs formés au club dans les 5 grands championnats européens et dans les compétitions européennes. On a fini la saison, on était 12e centre de formation dans le monde en termes de minutes jouées par des joueurs formés au club dans les grands championnats et en Coupe d'Europe. On a Manu Koné qui est formé ici, qui vient d'arriver en équipe de France, Guillaume qui était aux Jeux Olympiques, etc. Donc et nos joueurs qui sont transférés dans des clubs qui jouent la Champions League ou l'Europa League. Donc on a un centre de formation extrêmement performant et l'investissement du centre de formation par rapport aux revenus, c'est énorme. Et si on veut maintenir cela, ce qui va nous permettre à continuer à avoir notre chaîne de production de talents, de pitchouns, de petits Toulousains qui arrivent au club à 8 ans et qui à 18 ans se retrouvent à une équipe professionnelle, pour arriver à maintenir ce niveau d'investissement, il faut qu'on pense aussi ces transferts-là nous permettent d'investir dans le centre de formation. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un tunnel, c'est pas vous rentrez ça, vous sortez ça. Non, on rentre ça, on en garde une partie parce qu'on sait qu'il va manquer 50 millions sur les 5 ans qui arrivent et qu'on veut maintenir un budget au niveau des pros pour maintenir une équipe. Vous savez, les actionnaires auraient pu dire, vous perdez 25% de vos revenus commerciaux, vous vendez toute l'équipe. Tout le monde est à vendre. Et puis vous baissez la masse salariale de 30-40%. Il n'en est à aucun moment été question. À aucun moment. Et ça, on est dans une situation... De par le fait qu'on n'avait pas de dette, qu'on est bien géré, qu'on est rentré dans la crise de manière positive, ça nous a permis de pas être en panique par rapport au fait de devoir démonter l'équipe en fait. Et pour faire ça, il fallait garder une partie du produit des ventes, en réinvestir une partie. Penser au centre de formation, penser à la seconde ligue, avoir une équipe performante en seconde ligue, et penser à l'avenir. Parce qu'encore une fois, c'est pas 10 qui manque, c'est 50 sur 5 ans.
les possibilités d'ouverture qui sont importantes, c'est que la manière dont le contrat est fait avec DAZN, c'est que plus on a d'abonnés, et si on a un certain nombre d'abonnés, il y a des bonus qui se déclenchent. Donc l'intérêt de tous les clubs, c'est que DAZN, ça marche. Moi, j'y crois. J'ai eu une conversation avec les responsables de DAZN que j'ai trouvé super positive. Ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, ils sont dans le digital, on est incroyablement dans le digital. Ils veulent développer le produit, ils veulent travailler avec nous. De ce que Martin et Sébastien Duhamel me disent, c'est qu'ils sont constamment en relation avec DAZN. La semaine prochaine, le 11, le lendemain de l'élection, on a une réunion avec tous les présidents de L1 et de L1, plus tous les directeurs marketing, etc., des clubs avec DAZN à Paris, en suivant l'Assemblée générale et les élections. C'est important pour nous que DAZN fonctionne. J'y crois. Je vois ce qu'ils ont fait dans les autres pays, ça marche. C'est pas Mediapro, ça n'a rien à voir, c'est solide. Les gens qui ont négocié avec le propriétaire de DAZN ont bien négocié pour avoir des garanties et des certitudes. DAZN a intérêt à ce qu'on réussisse, nous avons intérêt à ce qu'on réussisse. On a un gros point noir, c'est le piratage. Ça nous fait mal, comme ça a fait mal à Canal, comme ça a fait mal à beIN. C'est un très très gros point noir. Je rappelle que c'est un délit, le piratage. Et plus il y aura piratage, moins il y aura d'abonnés sur DAZN, plus ça va affecter la compétitivité des clubs français en championnat et en Coupe d'Europe. Donc on est dans un cercle qui n'est pas vertueux avec le piratage. Mais si on arrive à enclencher avec DAZN sur un produit de qualité qui est différent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que le bilan ne m'intéresse pas tellement de ce qui s'est fait passer dans le passé et pourquoi on est là, on est arrivé là. C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'avenir pour le foot français. C'est ça le plus intéressant et le plus important. Vous savez, tous les droits en Europe sont en baisse. Ça a baissé en Italie, ça a baissé en Espagne, ça a baissé en Allemagne, ça a baissé en France. Et la valeur relative, pas la valeur absolue, mais la valeur relative du contrat en Premier League a baissé. La diffusion par match payée par Sky Sports à la Première Ligue, c'est passé de 1 100 000 pounds à 800 000 pounds par match, la valeur du match. Pourquoi le contrat n'a pas baissé? Parce que la Première Ligue a permis à Sky de diffuser beaucoup plus de matchs. Si vous faites le ratio match diffusé et revenus versés par Sky, ça a baissé. Et ce qui maintient la Première Ligue sur une phase de croissance, c'est les droits internationaux. Exactement comme nous. On vend nos droits internationaux beaucoup mieux que ce qu'on le faisait avant. On est dans une période déflationniste pour les droits télé. Partout, à part aux États-Unis. Ils sont dans une période ils sont dans le foot aux États-Unis. Ce qu'a fait Apple sur la MLS, ça ne fonctionne pas. Par contre, en NBA, NFL, ils signent des contrats qui dépassent l'entendement. Mais si vous prenez le foot européen, on est dans une période déflationniste pour tout le monde, pas que pour nous. Bonjour Président, Julien Claire de l'agence France Presse. Je reviens un petit peu juste sur le DAZN, un abonnement à 29,90 € pour la Ligue 1, ça vous semble être un prix qui correspond à la valeur du produit justement? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est carrément beaucoup trop cher. Et je respecte tout à fait ce que pensent ces personnes-là. Pour moi, c'est une décision dans laquelle c'est absolument une décision privée que chaque foyer français qui est intéressé par le foot ou par DAZN ou par DAZN et par la Ligue 1 ou chaque fan de foot en France doit prendre. Je ne vais pas m'immiscer dans des décisions qui sont privées de foyers, de supporters. C'est un rapport avec le nombre d'abonnés dont vous parliez tout à l'heure. Ok. Moi, ce que je vous dis, c'est que je crois au produit DAZN. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux Français, aux supporters du TEF, à la communauté Viola, en disant c'est cher, c'est pas cher. Chacun doit prendre la décision qu'il pense est la bonne pour lui. Moi, je pense qu'on va développer un produit avec DAZN qui va être intéressant. Et après, chacun prend la décision comme il l'entend en fonction de ses moyens, de ses croyances, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne veut pas faire. C'est pour ça que je parle de croyances, parce qu'il y a des gens qui ont fait une question de principe, apparemment, et je respecte absolument ça. Donc je ne vais sûrement pas me positionner et en disant vous devriez faire ou pas faire. Ce que je sais, c'est ce que je vois, c'est l'avantage que j'ai d'être maintenant avec l'UEFA, c'est que sur le dernier cycle, il y a plus 25% d'audience sur les matchs de Coupe d'Europe.
On n'a jamais eu autant de monde dans les stades en France. Chaque week-end, pratiquement, si Paris et Marseille jouent à domicile, on bat un record. Donc, le foot n'a jamais été aussi attractif qu'avant, que ce soit devant la télé, si la compétition est de qualité, que ce soit dans les stades, et ça, c'est super positif. Mais après, le débat, trop cher, c'est intime à chaque personne en France qui est fan de foot, et je respecte ça, et je ne veux pas rentrer dedans. Juste une dernière question sur la gouvernance à la LFP. Quand vous dites que parmi les potentiels candidats, il n'y a aucune bonne idée qui semble émerger et que Vincent Labrune, selon vous, est toujours l'homme de la situation, ça veut dire que vous ne le tenez pas responsable, lui et son équipe dirigeante, sur la crise et le cataclysme financier dont vous avez parlé? Alors, attention, de quelle crise on parle? D'une crise de gouvernance ou de crise économique? La crise économique dans laquelle le football français est plongé n'est pas due à la gérance, à la gestion plutôt de l'équipe Labrune. Non. Non, parce que, encore une fois, je ne suis pas au CA de la Ligue, je ne suis pas au bureau de Foot-Uni, etc. Mais j'ai la chance d'être connecté, parce que ça fait 32 ans maintenant que je suis dans le foot, et je connais beaucoup de monde au niveau national et international, et que je pu me tenir au courant de ce qui se passait. Et je vois encore une fois, dans une période aussi déflationniste, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir mieux. Voilà. Bonjour, Ossine Zawi pour la Dépêche du Midi. Est-ce Bonjour. que dans le Nouveau Monde, le naming du stadium pourrait changer? C'est-à-dire qu'il pourrait changer, ou s'il y en avait un qui arrivait, un namer? Est-ce qu'on pourrait avoir un jour le Airbus Stadium? Vous avez pris ça au hasard? Alors, le naming, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on a acheté le club. C'est pas tout en haut de la pile. Ça l'était à un moment parce qu'on a eu des discussions intéressantes et puis ça s'est pas matérialisé. Ça fait partie, bien évidemment, des revenus potentiels à l'avenir. La délégation de service public dont nous bénéficions dans la gestion, enfin, on gère pas le stade, mais loin de là. Dans les accords que l'on a avec la métropole, il est spécifié que le club peut amener un Neymer, avec une répartition des revenus entre la métropole et le club qui est déjà claire et spécifié dans le contrat. Ne me demandez pas quelle est-elle, parce que j'ai un petit doute. Donc c'est pas que je veux pas vous répondre, mais c'est que je veux pas vous dire de bêtises. Mais tout est défini par contrat. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde. Mais on regarde depuis un bon moment. C'est juste qu'on n'a pas trouvé le bon partenaire ou le bon niveau d'engagement financier. Il faut savoir qu'avant le Covid, il y avait 9,3 millions de personnes qui volaient au-dessus du stade tous les ans. Et si vous mettez la moitié, par définition, la moitié de l'avion qui voit le stadium, donc c'est ce que je dis souvent à des grosses boîtes que je rencontre, vous divisez ça par deux, et s'il y avait le nom sur le stade, votre nom sur le stade, ça dit, en plus de toutes les retransmissions de télé, etc., etc. Pour vous donner un autre chiffre, je suis désolé. J'étais nul en maths à l'école, mais les chiffres, ça me... Oui, heureusement. Sinon, j'aurais été ennuyeux comme personne. Les audiences, pour vous donner une idée de l'impact que ça a le TEF en Coupe d'Europe. Les audiences Europa League l'année dernière, 220 pays et territoires dans le monde qui ont parlé du TFC tous les jeudis, enfin 8 jeudis dans la saison, 642 millions en cumulé en audience. C'est énorme. C'est énorme. L'impact que le fait que le TEF ait été en Coupe d'Europe et potentiellement pour un Neymer, c'est pour ça que je vous dis ces chiffres-là, c'est pas pour vous saouler de chiffres. Mais ça vous donne une idée, plus les 9,3 millions qui passent tous les jours, sur les 365 jours de l'année au-dessus de nos têtes, ça fait du monde. Hein. À bon entendeur, salut. Bonjour, David Saint-Cernin pour Actu Toulousain. Bonjour. Le futur centre de la performance, c'était présenté comme un outil d'attractivité pour le club. Oui. C'est un élément important pour des joueurs certainement qui viennent à Toulouse. Vous avez parlé de pause, de quelle durée va-t-elle être, et vous parlez de reprendre les travaux quand les jours meilleurs reviendront. C'est quoi les jours meilleurs? Je ne sais pas encore. Je ne voulais pas dire au printemps. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas aussi poétique. Je ne sais pas encore. Effectivement, c'est un facteur d'attractivité important dans notre recrutement.
Mais on a été très ouvert avec les joueurs pour leur dire que ça allait prendre plus de temps qu'on le pensait. Mais je ne peux pas vous donner un temps à l'heure actuelle. On a stoppé le chantier, on l'a sécurisé, ce qui nous a coûté beaucoup d'argent. Pour le sécuriser, il est au chaud, il est tranquille, on peut reprendre à tout moment. Mais dès qu'on aura une idée plus précise, on vous en informera. Il a été stoppé pendant l'été, c'est ça? Non, plus récemment. Enfin, pendant l'été. Oui, on est toujours l'été, pratiquement. Oui. Il y a quelques semaines. Il y a un petit moment quand même. Hein. Encore une question? À ma connaissance, Olivier Jaubert n'a pas été remplacé en tant que directeur général. Est-ce que c'est dans les tuyaux aussi, ou est-ce que vous faites office aussi Je suis directeur sportif, directeur général, président. Je suis à l'UEFA, à l'ECA. Vous ne jouez pas encore? J'espère à la Ligue. Ah non, si on veut gagner des matchs, il ne faut pas que je joue. Non, il n'a pas été remplacé. C'est une décision j'ai pas senti qu'on avait d'utilité de le remplacer. Je ne remets pas en cause la personne du tout, mais dans notre organisation. Et en fait, on s'est réorganisé sur la partie commerciale / business du club. On a créé un comité exécutif business dans lequel il y a Cindy Johnson, notre directrice juridique et RH. Il y a Benjamin Duhamel, qui est notre, en français, directeur financier, en anglais Chief Financial Officer, et Sébastien Duhamel, qui était avant que sur le marketing, et qui couvre maintenant le marketing et la partie revenus, c'est-à-dire qu'il a tout repris, la billetterie, le sponsoring, les hospices, et qu'il a conservé le marketing, bien évidemment. Et donc, à tous les quatre, plus le CODIR, le reste du comité de direction, on dirige le club au jour le jour. Ça fonctionne très bien, et j'ai de la chance d'avoir avec moi une équipe extraordinaire depuis, on attaque la 5e saison. On se soutient entre nous, on est solidaires, on est créatifs. Je parle souvent de surperformance. Je pense qu'on surperforme aussi sur ce plan-là, parce qu'avec nos petits moyens, on est pris un exemple par l'ensemble du foot français ou par DAZN, quand je leur ai parlé la semaine dernière. Voilà, donc on s'est organisé comme ça et ça marche très bien. Il n'y a pas de volonté de changer à l'avenir. C'est une organisation qui est appelée à durer. Amenée à durer, pardon. Une question, une colle peut-être? Pardon? Une colle peut-être? Vous allez me dire, c'est un chiffre. Est-ce que vous savez le nombre de nationalités qui renferment l'effectif? Est-ce que vous allez me demander à combien de matchs vous avez assisté cet été des matchs amicaux? Non. Pas mal. Fini comme on a commencé alors. Exactement. 20. Avec Mia, 20. Alors, pas forcément sous contrat, mais de l'effectif actuel. Oui, je crois qu'on est 20, non? On se partagera après. Déjà Oumit, il est roumain, turc, donc ça fait 2. Ouais, mais non, après on prend la Ah ben, je suis désolé. Il en a 2. Je partirai pas dans ces débats-là. Oui, une question sur, vous l'avez mentionné à 2 reprises, l'équipe féminine. Quelles sont les ambitions au niveau national? Est-ce qu'il y a ensuite, à un horizon un peu plus lointain, l'objectif d'installer l'équipe en Europe aussi? Et il y a eu un premier match au Stadium il y a 15 jours contre l'OM féminin. Voilà. Quels autres matchs, est-ce que c'est déjà décidé? Quels autres matchs se dérouleront au Stadium? Alors on veut jouer 4 à 5 matchs au Stadium cette année avec l'équipe de Second League. Il y a des matchs qu'on va faire sur des matchs doubles, c'est-à-dire qu'elles feront le BC de Rideau après les garçons. Il y a des matchs qu'elles feront qui seront uniquement sur des week-ends uniques de football de Second League. On a identifié potentiellement Marseille, potentiellement Lens, Lille. On va voir ce qui se passe avec Bordeaux. Ça, c'est des matchs qu'on pourrait faire, qu'on veut faire au Stadium, dont certains qui seront des matchs uniques autour de la Second League. L'ambition, avant de parler de Coupe d'Europe, comme je dis souvent, avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Donc, l'ambition cette année, c'est de faire le mieux possible. À long terme, bien sûr, c'est à un moment où on voudra monter. Parce qu'encore une fois, bientôt troisième ville de France doit avoir son équipe féminine en première division.
Je pense qu'on est un des seuls clubs à ne pas avoir baissé notre budget post-crise. Sur l'équipe féminine, on n'a absolument pas touché. On a fait un recrutement de très grande qualité, au point où nous, on se voyait comme... on se voit toujours comme voulant assurer le maintien, et que pratiquement tous les observateurs et les autres clubs nous mettent dans le trio ou le quatuor de tête, peut-être pour une montée. Mais si on monte, très bien, mais si on ne monte pas, c'est absolument pas un problème. Et puis après, il y a plein de projets structurants. Alors, José da Silva, le président de l'association, qui, je le rappelle, gère les féminines, est rentré au comité directeur de la Ligue de football professionnel féminine. Donc c'est très important pour nous aussi. Il a le premier comité directeur au moment où on se parle. Et puis à terme, ça sera l'ouverture d'un centre de formation féminin aussi. Mais moi, j'ai mis une condition, et j'en ai parlé avec Philippe Diallo, j'ai dit je n'ouvrirai pas un centre de formation féminin tant que je ne pourrai pas embaucher une formatrice. Et pour l'instant, il y avait une formatrice diplômée en France, et elle est partie entraîner à Chelsea. Donc je trouve cette disparité entre le fait de vouloir aller vite pour le foot féminin, mais avec des entraîneurs masculins, je trouve qu'elle est complètement illogique. Et j'ai dit à Philippe, il faut trouver un moyen, soit par comment ça, VAE, soit par des VAE, de faire sauter les étapes, soit de choisir des entraîneurs féminines à fort potentiel, à qui on peut rapidement donner le diplôme. Parce qu'ouvrir 15 centres de formation en France qui sont dirigés par 15 mecs qui ont que de la testostérone, c'est pas très intéressant. Et moi, je veux, si on féminise le foot, il faut le féminiser sur tous les plans. Donc à terme, on voudra ouvrir un centre de formation féminin qui sera dirigé par une formatrice et pas par un formateur. Voilà un peu les ambitions que l'on a. Merci à toutes, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.